bien. Bon, je reste debout. Ah, tu veux te la péter? Ouais. Tu crois que ce que tu dis a plus de valeur parce que t'es debout? Déjà Non, qu'on est je sur peux une me estrade, balader. c'est pas facile. Je peux me balader avec le micro. Mais non, quelqu'un peut le faire, je sais pas. Est-ce qu'on a un quatrième micro? Un micro sans fil. C'est peut-être moi qui donnera le mien. Ah d'accord, c'est bon? Parfait. Voilà, donc quand on vous dit, donc on est spécifiquement dans le jeu vidéo, quand on vous parle de conservation de la culture et de transmission, de conservation du patrimoine et de transmission de la culture, qu'est-ce que ça vous évoque en premier? Jack Lang. D'accord. Jack C'est Lang. un pif, quoi. Mais non, le la ministère de culture. la culture. Ah ouais, culture, Jack Lang. Ouais, c'est clair, ça c'est bien resté dans les esprits. Mais spécifiquement aux jeux vidéo, par exemple, bon, on voit ce que c'est à peu près avec la culture sur le jeu vidéo, d'accord? Dans un ordre assez général, les magazines par exemple. Les magazines. Les magazines. Alors c'est vrai que la culture du magazine qui était très prégnante, surtout dans les années 90, elle existe encore, mais c'est quand même, c'est plus le modèle dominant. Effectivement, pour les années 2000 et encore plus pour les années 2010. Mais c'est vrai qu'effectivement, les magazines, donc, ils couvrent souvent, principalement, l'air du thème, c'est l'actualité, en essayant d'avoir les infos le plus tôt possible. On essaie si possible d'avoir des choses vraiment qu'on n'a pas encore diffusées sur Internet, c'est très difficile. Maintenant, il faut savoir que les journalistes sont souvent sur Twitter, c'est très difficile d'avoir des exclus. Et la deuxième chose, c'est plutôt là où il y a encore de quoi faire, c'est tout ce qui va être presque très spécialisé pour le jeu vidéo, effectivement, des articles assez d'une certaine teneur. Voilà. Ça, c'est plus. En tant que ressource documentaire, pour voir la réception d'un jeu à l'époque de sa sortie aussi, ça reste intéressant d'avoir la conservation du magazine et de la presse dédiée aux loisirs numériques. Oui, tout à fait. C'est que conservation de tout ce qui a été fait. Des archives, du coup, elles sont nombreuses, mais archives effectivement des jeux avant leur sortie, après leur sortie, pour voir que certains jeux ont pu plaire au public à un certain moment et après finalement n'ont pas vraiment fonctionné ou ont mal vieilli, effectivement arrivé. Donc oui, tout ce qui est presse papier, archiver la presse papier, c'est quelque chose d'important. Et d'autant plus important que le papier, tout ce qui est presse papier, c'est assez fragile, les magazines. Enfin, vous en avez tous eu. Qui a conservé ces magazines? Si vous avez eu les magazines dans les années 90, qui les a conservés dans un état acceptable? Voilà, donc il y a quelques personnes qu'on voit que finalement, c'est assez minoritaire. Je sais que moi, je sais pas pour vous, moi j'ai eu des magazines et j'ai fait partie de ces gens finalement qui ne sont pas bien conservés du tout pour tout ce qui était magazine. Moi, je les conservais très peu et dans très mauvais état. Non, pareil, Voilà, j'ai conservé les livres, mais c'est vrai que très souvent, vu qu'on associe très souvent la presse, les magazines mensuels à l'actualité, on a l'impression qu'ils perdent leur valeur, passer quelques mois et a fortiori passer quelques années, c'est un peu la même chose. Et donc du coup, oui, je peux les donner dans une braderie ou ce genre de choses. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut les conserver comme archives, comme disait Dorian, c'est vraiment important. Donc effectivement, la presse papier et la conservation de cette presse écrite. Le problème de ce archivage qui est lié au fait de ne pas prendre l'intérêt de la source en tant que telle, c'est ça va nuire au travail de gens qu'on pourrait penser qu'ils viendraient historiens du jeu vidéo et qu'ils auraient besoin de ressources documentaires pour pouvoir parler de la réception d'un jeu à sa sortie ou même des différentes évolutions que le jeu a pu connaître dans son développement ou des choses comme ça. C'est des choses parce que sinon l'histoire du jeu vidéo va se perdre si on perd les sources primaires. On se retrouve avec des sources secondaires à travailler. Notamment, là encore, finalement, c'est une histoire encore relativement courte. Donc il existe encore plein de gens qui ont connu certaines époques qui peuvent donner des témoignages directs. Mais plus ça passera et jouer sur les consoles, sur le hardware d'origine au jeu, ce sera extrêmement difficile. Du coup, les témoignages en question auront d'autant plus d'importance. Ah, on a plus de voix, c'est bien agréable. Et oui, d'ailleurs, si on peut bien mettre aussi le micro au public, avoir ça en retour, ce serait pas mal aussi, qu'on n'ait pas trop à attendre de rien. Ça, c'est cool. Donc, la presse écrite, oui. C'est une question?
D'accord, la presse écrite, oui, encore, du coup, faut-il la conserver du coup, dans des bonnes conditions et ça pose aussi, en parlant aussi, est-ce que vous voyez, tant qu'on parle de la presse écrite, une autre manière de conserver ce témoignage? On parle de la presse écrite. On peut... Je dirais peut-être un projet de musée qui a été lancé par MO5, je ne sais pas s'il est encore d'actualité. Oui. On pourrait garder autant le hardware que la... Ça change. Donc autant le hardware que les softwares et les journaux. Donc si ça pourrait se faire, ça, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou si... Si, tout à fait. Il se trouve que la personne connaissant le mieux MO5 et Realme n'est pas là, parce qu'il est malade. Nous on connaît un petit peu, donc que certains connaissent peut-être, Las Alves et Philippe Dubois, donc qui sont effectivement sur Paris et qui se battent du coup pour avoir déjà des lieux pour sauvegarder ces différents objets, comme on disait, donc les consoles en dur, donc les vieilles consoles, les vieux ordinateurs, les jeux, la presse papier, donc effectivement, avoir des subventions, ça demande aussi beaucoup de bénévoles et beaucoup de gens qui donnent de leur temps pour ce travail, des moyens, des lieux aussi, parce que c'est pas le tout. Après, par exemple, Doug, en l'occurrence, qui est quelqu'un que nous connaissons, il a une grosse partie de la collection ME5, il l'a chez lui, parce qu'il avait une transition à faire, et du coup, quand on rentre chez lui, c'est des mètres et des mètres de documents et de goodies. Et encore une fois, il faut bien voir ce qu'on entend par musée. Parce que quand on parle de musée du jeu vidéo, on a souvent tendance à se représenter uniquement l'exposition. Alors que là, le travail muséographique que veut faire MO5, c'est vraiment le travail de conservation et de restauration, qui est aussi la mission d'un musée. C'est pour ça qu'on a Doug, dont on parle, qui travaille comme responsable technique pour MO5, qui retape les vieilles machines qu'on leur offre en collection. Parce qu'effectivement, on va prendre une question après, il y a un double intérêt toujours dans la... C'est effectivement faire en sorte de conserver les objets pour que les réparer, pour que les gens, les spectateurs et autres puissent les voir, puissent avoir une expérience directe avec le hardware d'origine, mais il faut aussi que ça se fasse dans des bonnes conditions physiques, tout simplement, pour que ça dure un petit peu dans le temps. Parce que c'est vrai qu'à la base, il faut imaginer que ces consoles, la priorité c'était qu'elles sortent à une certaine date, qu'elles aient une certaine puissance pour faire tourner certains jeux, etc. Peut-être que le premier critère n'était pas la durabilité, vu qu'on sait qu'au niveau des cycles, au niveau de la puissance des consoles et des différentes générations de consoles, c'est 5-10 ans, c'est ce genre de cycle. On ne se projette pas sur 50 ans. Au moment où on sort la NES, on ne se dit pas qu'il faut absolument qu'on puisse y jouer dans 50 ans. C'est au niveau de ceux qui ont designé, ceux qui ont conçu le matériel, c'était absolument pas une priorité. C'est pour ça qu'il peut sembler paradoxal de parler déjà de conservation du patrimoine alors que le jeu vidéo est un média qui a 20 ans, 30, tout a tout pété. Mais c'est juste que c'est un domaine culturel où l'obsolescence est très rapide. Du coup, on est déjà rendu à un point où les gens qui savent coder sur NES ou sur Mega Drive sont déjà sur les doigts d'une main, en France. Donc ce qui fait que même le savoir-faire lié à ces objets qui ont une obsolescence rapide connaissent eux aussi une obsolescence assez importante et rapide. Je me rappelle, c'est toi qui disais ça quand on discutait hier d'Orient, sur... c'est vrai que les langages de programmation évoluent aussi énormément. Et donc, du coup, vous avez besoin pour des choses spécifiques, pour afficher tel type de graphisme, tel type d'IA ou autre, certains types de programmation pour fonctionner sur tel hardware, vous aurez besoin d'un certain type de code, etc. Donc, d'une certaine compétence d'ingénierie. Et il est vrai que, du coup, comme c'est à chaque fois spécifique, tous les 10 ans, vous pouvez effectivement avoir des langages qui se perdent, et vous aurez beaucoup moins de personnes compétentes. Et en gros, nous, on avait fait un petit pari, on n'a pas vérifié, mais c'était aller à une sortie d'école d'ingénieurs et regarder un petit peu leurs compétences dans les différents langages. Et on aurait fait le pari que certains, la plupart, auraient été capables ou sont capables de coder sur des jeux qui pourraient se faire qui tourneraient sur ordinateur, et on trouverait peut-être moins de gens pour coder, je sais pas, de l'Amiga ou des jeux NES. On s'était fait cette remarque. L'Amiga est un assez mauvais exemple. Donc justement, avec l'Atari ou même le Commodore, c'est des ordinateurs qui sont toujours très utilisés dans la démocèle, qui est aussi un gros facteur de conservation de ce patrimoine-là. C'est qu'il y a des gens qui continuent de faire des démos qui tournent sur 64 kilooctets et qui tournent sur Amiga ou des choses comme ça. Est-ce que tout le monde voit bien ce qu'est la démocèle dans la salle? Non, je pense pas.
pour expliquer d'où vient la démocène, c'est que vous avez sûrement déjà craqué des jeux et que vous avez vu que souvent il y a les noms des craqueurs qui apparaissent de manière stylisée. Et donc, Avec une petite musique. ça, avec une petite musique en 8 bits et des graphismes assez pauvres qui tournent. Et en fait, les craqueurs, pendant longtemps, ils disaient ça, gardent leur nom dans le fait qu'ils aient craqué le jeu. Mais après, la spécialité de faire juste ces petites intros-là est devenue une discipline à part entière qu'on a appelé faire une démo. Et donc, c'était réussi à faire un effet très impressionnant sur une place minime. Et donc, c'est difficile de donner des exemples, là on n'a pas prévu, mais on aurait pu. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas prévu de document. Et quoi qu'il en soit, cette pratique, cette mouvance, justement, permet en tout cas de conserver ces langages qui étaient spécifiques. Donc, oui. Là, on parlait de journaux papier. Il y a les vieilles émissions à l'époque, comme avec Cyril Drevet, c'était Télévisateur 2, les vieilles comme ça. Ça serait sympa de les retrouver et de les mettre sur DVD pour justement. Pour rigoler. Même si Ouais, peut-être pour rigoler, mais quand même, il faut dire que Télévisateur 2 était une des premières émissions qui parlait de jeux vidéo quand même. Oui, exactement. Alors, justement, conserver les émissions. Quoique le DVD, c'est pas la meilleure manière de conserver, c'est plus pour diffuser. YouTube. Exactement, Internet. Internet ou MP3, MP4. La copie numérique, effectivement. En fait, on va rejoindre deux choses. On va rejoindre votre remarque. Et au tout début, j'avais fait une remarque. C'était sur comment peut-on conserver les journaux papier. Donc, on a effectivement pensé, tout le monde a pensé au musée. Mais moi, je voulais que quelqu'un me dise la conservation justement numérique, c'est ces questions. Ça, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Voilà, des bibliothèques. Si, un truc, c'est que l'avantage avec Internet, c'est que non seulement, en effet, on peut dupliquer, mais on peut aussi partager, conserver quelque chose, c'est aussi le partager. Grâce à Internet, si vous avez quelque chose qui est unique, qui est chez vous, qui est un vieux film que vous avez retrouvé d'un château local, c'est le seul film qui existe de ce château dans les années 70, vous le mettez en ligne sur YouTube avec les mots-clés qu'il faut, et dans 30 ans, alors que vous auriez pu perdre la bande, là il sera toujours sur le PC, peut-être de quelqu'un d'autre qui aura trouvé ça en tapant le château de machin. Donc partager, c'est aussi conserver. Et quand on parle de numérisation, on ne peut pas partager la presse, ce qui nous reste en papier. Par contre, il suffit de le numériser pour pouvoir le partager. Donc l'avenir, en effet, de la sauvegarde, c'est le numérique, qui permet de multiplier, de partager, de transmettre. Surtout que c'est déjà fait dans la presse anglophone, parce que j'étais trouvé sur un site récemment, où c'était tous les journaux britanniques parlant de jeux vidéo dans les années 80-90 qui étaient numérisés. Oui, mais c'est aussi si on met entre parenthèses la question du droit d'auteur, qui est une question technique, question juridique, question morale, la numérisation des livres, par exemple, si on voit les projets de Google relativement à une sorte de nouvelle grande bibliothèque d'Alexandrie, l'idée étant de numériser tous les livres du monde et qu'ils soient accessibles à tous, partout. Donc en gros, à la base, le projet de WAB, ça permet justement de conserver, quand bien même on n'aurait plus justement le hardware, quand on n'aurait plus les livres physiques, parce que le papier c'est périssable, ça peut durer du bon papier, surtout mettons du papyrus, on sait que ça dure, mais les papiers qu'on utilise actuellement, je ne suis pas sûr qu'ils aient la même durée de vie. Si on laisse un bouquin traîner dans la rue, je ne suis pas sûr qu'il fasse plusieurs années avant d'être complètement évaporé. Du coup, ce projet, en plus de l'accessibilité au grand public, à tout le monde, la diffusion de la culture, il y a cette question de la conservation aussi des documents papier. Oui, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas qu'en Grande-Bretagne que ça existe, il y a aussi en France, j'ai vu sur un site des e-books, de magazines de jeux vidéo, les vieux joypads, console plus, etc. Je chercherai ça, moi je l'avais juste pas trouvé, parce que c'est vrai que je ne cherchais pas forcément des articles en français. Mais Oui, de base on cherche en anglais, normal. Tandis sur internet souvent. Mais c'est vrai que des fois on trouve des choses. Ah, c'est pas une question? D'accord. Alors sinon, on vient de parler donc du coup de numérisation des livres, tout ça, des vidéos qui permettent donc de conserver, d'avoir des archives, de conserver des documents. Et pour les jeux en eux-mêmes, pour les œuvres vidéoludiques, c'est un petit peu la même chose. Car c'est une chose
d'un côté d'avoir des musées pour garder le hardware, garder les objets en eux-mêmes, les réparer parce qu'ils sont facilement d'obsolescence, ils sont facilement périssables, ils n'ont pas une durée de vie énorme, il faut constamment les restaurer et tout ça. Mais c'est aussi les conserver d'une autre manière, notamment conserver les jeux sur ordinateur, et vous n'êtes pas sans savoir, c'est la fameuse question de l'émulation. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un émulateur? Ça permet de lancer des jeux, je pense, sur la console, directement sur l'ordinateur. Oui. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont l'habitude de jouer en émulation? Levez la main. Voilà, je crois que c'est de plus en plus répandu. C'est connu maintenant, les gens savent ce que c'est l'émulation, sans pour autant saisir tous les enjeux de la... Enfin, peut-être sans doute vous-même l'avez-vous saisi cette dimension. Quand vous avez compris ce qu'est une ROM, du coup, c'est l'image du jeu et qui ne nécessite pas de support physique. C'est le jeu numérisé entièrement. Et donc l'intérêt, c'est qu'il y a des gens qui vont scanner la ROM. Comment on dit, scanner la ROM? Quand tu prends une... putain, flasher la ROM? Je sais plus. Dumper une ROM. Voilà. Tu prends le jeu original et tu en crées une ROM. Et ça a permis déjà aux Européens de découvrir plein de trucs qu'ils n'avaient pas découvert, mais surtout ça va constituer une banque de données qui est inépuisable. Hein. Il y a quand même plein de trucs à faire. Il y a encore des trucs qui sont pas dumpés. Et il y a encore des cartouches certainement qui n'ont pas été dumpées, ça c'est certain, qui traînent quelque part. Et ce jeu. Moi je peux continuer sur l'anecdote, je me répète souvent chaque fois qu'on parle de l'émulation. C'est Taito qui a voulu ressortir des jeux sur l'Xbox Live Arcade et sur le PSN en version payante et qui avait perdu les codes sources de ces jeux arcade de l'époque. Comment ils s'y sont pris pour retrouver le jeu et pouvoir le vendre? Ils sont allés chercher sur les émulateurs les ROM pour retrouver le code source de leur jeu qu'ils avaient perdu. Donc voilà, donc ça c'est clair que c'est certes une anecdote, mais ça montre l'importance du coup de l'émulation. C'était drôle, une autre anecdote, il y a quelques années quand nous, avec Rignop, on débattait ou autres sur des salons, relativement peu de gens connaissaient l'émulation, c'est très drôle. Donc c'était du genre, il y avait une main timide qui se levait, genre, et là, donc il y a quand même manifestement beaucoup plus de gens. Donc ça c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est pratique, plein d'utilités. Enfin, si vous êtes journaliste, vous voulez préparer un article, rejouer, essayez d'imaginer si vous avez besoin de trouver 5-6 jeux sur des consoles différentes pour les tester, pour faire un article, ça devient un véritable calvaire. Là, vous pouvez quand même avoir accès relativement facilement à ce passé vidéoludique. Et du coup, avoir une expérience du jeu, pas vous contenter de témoignages de personnes y ayant joué. Le témoignage, le vécu à la première personne, c'est quand même assez primordial pour en parler. Et donc là, on a conservé les jeux. Alors, à savoir quand même que certaines consoles sont plus difficiles à émuler. Ça dépend tout simplement non pas de la puissance de la console en question, même si traditionnellement, vous avez une certaine puissance, vous avez une puissance donnée. La console a une puissance donnée, il faut souvent beaucoup plus de puissance. Alors, des fois, les gens avancent 10 fois la puissance de la console pour émuler. Ça reste une moyenne. Quoi qu'il en soit, c'est surtout la manière dont ça a été programmé. Par exemple, il y a la NES, la Super NES, Nintendo, c'est très simple à émuler. Ça s'est fait assez rapidement, ça a commencé l'émulation, par exemple quand on parlait de tous les CC Speedrun, ça a vraiment commencé sur la NES en fait, ça a été une console, tous les jeux ont été faits dans tous les sens. C'était moins vrai pour les consoles, tout ce qui était Saturn, Dreamcast, où c'était... La Saturn n'est toujours pas émulée. Oui, toujours pas émulé, donc c'est vrai que... Voilà, ce sera peut-être fait à un moment ou à un autre, mais c'est vrai que ça demande des compétences, du coup, parce que l'idée, quand même, juste une petite distinction sur l'émulation, il y a deux manières, enfin, il y a deux volontés qui peuvent être... Vous pouvez avoir deux buts quand vous émulez. Reproposer le jeu simplement aux joueurs, comme ça se fait souvent sur les consoles de salon récentes. Vous avez des émulateurs que vous avez dans la Wii ou autre, et du coup, l'idée c'est qu'on retrouve un petit peu l'expérience de jeu. On va émuler, c'est virtualiser des fonctions
émuler, c'est ça. Donc en gros, vous avez la console qui va calculer un certain nombre de choses, et vous, des choses vont s'afficher sur votre écran. Vous pouvez chercher à avoir les mêmes résultats en utilisant des calculs, des procédés différents. C'est ce qui se fait, beaucoup sur les consoles de salon. Mais ce que cherchent notamment d'autres personnes, on va les appeler des puristes, c'est de reproduire la manière même de faire les calculs qui étaient utilisés à l'époque. C'est-à-dire que si vous aviez un jeu dans lequel il y avait un certain nombre de bugs, ils vont être restitués normalement. Si l'émulation est fidèle, vous allez retrouver les mêmes bugs sur le jeu, sur émulateur. Voilà, donc le but c'est pas nécessairement de corriger le jeu. Il y a un exemple concret, c'est les clignotements sur NES. On peut choisir d'activer ou de désactiver les clignotements de sprite sur NES dans les émulateurs. Et ceux qui vont préférer jouer avec et ceux qui diront non, finalement l'œuvre originale c'est pas nécessairement ses défauts, elle n'a pas été peut-être conçue, et pourtant elle a été conçue avec ses défauts, et parfois certaines choses dans le jeu ont été faites pour pallier ses défauts. Donc pour moi évidemment c'est essentiel, mais il y en a qui vont dire mais c'est mieux sans clignotement, vas-y tout simplement. On laisse le choix en tout cas, ça c'est clair. Je voudrais te poser une question par rapport à la légalité. On dit souvent que jouer sur les émulateurs, c'est se mettre dans l'illégalité. Où est la limite entre jouer sur émulateur légalement et la limite entre jouer illégalement? Il suffit d'avoir acheté le jeu, parce qu'en fait, acheter un jeu, c'est comme acheter un CD. Quand vous achetez un CD, vous achetez les droits de l'œuvre en même temps. Du coup, une fois que vous possédez les droits, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est pour ça que vous avez le droit de graver un CD. Graver un CD est totalement légal, le dupliquer. C'est le partager ou le donner à quelqu'un qui ne possède pas les droits de l'œuvre qui est illégal. Donc, a priori, si on a acheté les jeux à l'époque, même si on ne les possède plus, on a le droit d'émuler. Mais ça, c'est vrai qu'après ces droits, ça peut évoluer, ça, c'est justement... Oui, parce qu'il y a certaines consoles qu'on trouve, il y a des émulateurs style NES ou Master System, on trouve assez facilement. Par contre, les consoles actuelles, c'est très très difficile de trouver des émulateurs assez proches. Quoi. Je veux dire, bon, évidemment pas les dernières sorties, mais genre PS1, PS2, ça devient difficile. Enfin, c'est encore difficile. Il y a eu un petit retard, c'est vrai que la PlayStation, c'était il y a quelques années, donc c'est d'autant que c'est un peu plus difficile qu'il faut un BIOS, ça nécessite des mini-compétences pour se servir d'émulateur. C'est pas non plus énorme, mais c'est vrai que c'est un peu plus fatigant que lancer un émulateur NES. L'émulateur NES, on clique dessus, il marche. La PlayStation, souvent, il va falloir charger un BIOS dans un fichier dédié. Il y a quelques réglages à faire. La première fois, c'est fatigant, mais une fois que c'est réglé, ça va fonctionner. Alors, je viens d'avoir une update sur la cession des droits et la copie légale. En fait, maintenant, il y a des jurisprudences qui montrent plus aucune copie légale. Oui, c'est comme quoi, je voulais dire, la loi peut évoluer dans un sens comme dans l'autre. Oui, parce qu'on entend souvent dire qu'à partir du moment où le produit ne se fabrique plus, on peut éventuellement retrouver les jeux sur émulateur. Alors bon, c'est vrai que la limite entre légal et illégal, à ce moment-là, on ne sait plus trop où elle se En fait, trouve, tout est illégal. Hein. Concrètement, tout est illégal. Après, il y a des gens qui ont plus ou moins de déontologie. Il y en a qui vont dire oui, mais émuler la NES, c'est pas très grave parce que c'est une vieille console. Par contre, je téléchargerai pas des ROM de PS Vita. Ou un émulateur PS Vita s'il y en a un. Mais concrètement, c'est dans votre tête, ça change pas grand-chose. Au regard de la loi, en tout cas. C'est là qu'on voit que la loi est étrange. Nous, chez Kojé, sur le rémulateur, bon, on a des consoles, mais quand tu as 5 enfants à la maison, c'est difficile de trouver une console sur laquelle ils puissent jouer à 5 en même temps. Donc on a solutionné par la production des émulateurs, puisque bon, maintenant ils ont quasiment tout sur leur ordinateur. C'est vrai que bon, on a des jeux, on a les ROM correspondantes, même si on a déjà les jeux dans la bibliothèque de jeux officielle. Ah oui, vous êtes consciencieux. On essaye. On essaye, on va dire. Très pas bien. toujours facile, mais bon, on essaye quand même. Et c'est ce que je disais, c'est là qu'en effet, au regard de la loi, ça ne changerait rien au fait que vous soyez d'audio pirate. Donc, que dire sinon, quand on voit on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas, hein, quand tu as un vieux truc qui est introuvable. Il y a un truc qui ne nous paraît pas logique dans cette loi, dans le fait que ce soit considéré pareil. C'est vrai qu'il y a débat, il y a clairement des tensions entre ce qu'il faudrait faire, et après on comprend les ayants droit, que certaines entreprises désirent encore faire quelques billets sur un vieux titre. Après, on peut très bien imaginer un système comme il existe sur la musique, où on peut télécharger moyennant une rémunération décente, des ROM, des choses comme ça. Une licence globale. Voilà. Encore mieux, oui, une licence globale, on en parlait hier, ça fait écho au sujet, ça ce serait une
une assez bonne chose en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, la question de l'émulation, bah, pour ce qui est juridique, c'est une question juridique et technique. Là, ce qui nous intéresse, c'est du point de vue de la conservation et de la transmission de la culture, l'émulation, c'est clairement une bonne chose. Ça, personne n'a rien à redire sur ce point-là. Ces points-là ne posent pas de problème. La question, c'est est-ce que c'est suffisamment important pour que ça oriente l'éthique, ce que pensent les gens en général, et du coup ça va orienter la loi, ou est-ce qu'on pense que c'est pas suffisamment important et du coup la loi va pas changer, voire pire, elle va évoluer dans un mauvais sens? Ça peut prendre du temps. On regarde le temps que ça a pris pour imposer l'idée qu'il fallait une cinémathèque pour conserver tous les films. Ça a mis du temps à s'imposer pour le cinéma, je pense que c'est un peu plus magique. Et tout s'accélère. Il y a quand même une différence entre jouer avec la console et jouer avec l'émulateur. C'est le gameplay, la maniabilité n'est pas pareil. Alors, oui, je vais répondre en deux temps. Je me suis fait une remarque récemment, c'était justement en préparant une émission, on faisait Metal Slug 5, et je me suis dit, c'est cool, j'ai pas de Neo Geo en l'occurrence, je joue au jeu, je le termine, il est pas très long quand on joue sur l'émulateur, parce qu'on est très très riche, on se met des crédits en appuyant sur, je sais plus, c'est FE2, peu importe. Donc du coup, je termine le jeu, et je suis un peu frustré quand je l'ai terminé, parce que je me dis, j'ai certes fait tous les niveaux, j'ai bien étudié le gameplay, j'ai vu le level design, ça, maintenant voilà, je suis assez compétent, je peux parler un petit peu du jeu maintenant, j'ai terminé le jeu, j'ai une expérience. Et pourtant, ça me frustrait parce que j'avais l'impression qu'effectivement, il me manquait quelque chose, une sorte d'authenticité, entre guillemets, je vais définir. C'était les conditions dans lesquelles on jouait à ce jeu à l'époque, qui faisaient partie intégrante du gameplay. C'est-à-dire quand vous jouiez en période arcade, vous étiez dans un lieu spécifique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans votre salon, vous êtes dans un lieu public, parce que vous êtes dans un bar, dans une salle d'arcade, avec éventuellement des gens qui font du bruit autour, vous mettez une pièce pour avoir un certain nombre de crédits, et vous avez une pression, parce que du coup, moi j'étais enfant, mais donc du coup vous avez très peu d'argent, il faut toujours quémander pour avoir une petite pièce, il faut chercher des pièces par terre, je faisais ça quand j'étais petit. Et du coup vous avez une pression, il ne faut pas perdre une vie, là on ne plaisante pas, c'est-à-dire qu'en gros, c'est même pas que ça va me coûter plus cher, c'est que je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Et il y a l'angoisse de celui qui est derrière, qui attend son tour et qui te juge. Oui. Il y a toute cette pression qui est constitutive de l'expérience du jeu. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à restituer. Donc du coup, d'où l'intérêt quand même de conserver le hardware pour jouer dans des conditions un petit peu plus normales. Mais si on est puriste, quitte à conserver le hardware, il faut aussi conserver la machine pour mettre les pièces, comme on disait hier. Enfin, c'était pour vraiment faire la démarche de mettre sa pièce. Mais en même temps, ça peut aussi multiplier les expériences de jeu. Prenez, il y a des jeux qui ont été faits pour les consoles de salon, avec la Cano, on peut jouer avec un émulateur et y jouer dehors, et vice versa. On peut jouer sur grand écran chez soi un jeu Game Boy. C'est une autre expérience de jeu aussi, vous pouvez voir l'émulateur aussi dans ce sens-là. En effet, c'est pas celle d'origine, mais on peut imaginer en effet l'altérer, mais l'altérer de plusieurs façons possibles et voir à chaque fois ce qui en résulte. Une dernière remarque, après je vous laisse poser votre question. C'était par rapport à cette expérience du coup qu'on avait du mal à retrouver parce que, par exemple, la manette, il y a des choses qui changeaient. On peut quand même nettement pallier à ça. Première chose, maintenant il y a beaucoup d'artisans et autres moi j'adore ça, qui vont reprendre des vieilles manettes et faire en sorte, les réparer ou les restaurer et faire en sorte que vous puissiez les brancher en USB sur vos PC. Du coup déjà, vous avez le contact avec la manette, vous êtes dans les conditions de l'époque. Et deuxième chose par rapport aux conditions de jeu, on donne de la liberté aux joueurs. Là où à une époque, le joueur était contraint, libre à vous de vous contraindre. C'est-à-dire, je joue à un jeu arcade, je me lève, je fais 3 vies. Et si j'ai perdu mes 3 vies, même si j'ai envie de jouer, je ne peux pas. En gros, vous avez cette liberté, mais c'est très difficile parce que là où justement on était contraint, c'est facile d'être libre, entre guillemets, de suivre de faire ce que les concepteurs ont voulu. Quand vous êtes contraint, quand ça coûte de l'argent, quand vous êtes dans certaines conditions, dès qu'on donne de la liberté, on a l'impression que non, j'ai pas le choix, je peux me remettre des vies, pourquoi je le ferais pas. Essayez, vous allez voir, essayez de terminer un jeu en vous mettant dans les conditions de l'arcade. Vous fixez 3 ou 5 vies, votre jeu, vous allez voir, vous allez mettre beaucoup plus de temps à le terminer, et vous allez toujours refaire le premier et le deuxième niveau. Et ça, c'est une expérience, vous pouvez le faire, c'est vraiment intéressant. Vous allez mettre plus de temps à terminer votre jeu, mais ça va avoir une certaine densité.
vous allez voir que pareil, le niveau de difficulté est dosé pour être joué dans ces conditions-là. Parce qu'il y a des choses, on les appréhende. Quand on fait un saut millimétré, et si on perd une vie et on recommence tout le jeu, c'est autre chose, quoi. Du coup, il faut résister à la pression. Donc faites-le chez vous, c'est vraiment une bonne expérience. Bonjour. J'avais plus une question sur le futur du jeu vidéo, en fait. Je voulais savoir un peu quel sera l'avenir du speedrun, parce que pour l'instant, il y avait beaucoup de TAS sur des anciens jeux qui ont une structure de jeu un peu jeu de plateforme ou RPG. Et là, aujourd'hui, beaucoup plus de jeux changent de gameplay, comme les FPS et tout ça. Je voulais savoir à peu près, est-ce que le speedrun, comment il va évoluer avec ce nouveau genre de jeu? Au fur et à mesure qu'il y aura donc des simulateurs pour émuler les consoles récentes, imaginons dans X années on aura la PS3 de manière stable, de manière une émulation fidèle, pareil pour toutes les consoles. Petit à petit, la pratique va intégrer tous les types de jeux des différentes consoles. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va plus faire de tout l'assisted speedrun des jeux NES. C'est juste que la pratique sera d'autant plus large. Il y aura peut-être plusieurs communautés, des communautés très spécifiques pour chaque plateforme, pour chaque type de jeu aussi. Ça peut être, il y en a qui vont se dire, tiens, tous les assisted speedrun du FPS, le first person shooter, c'est vraiment une bonne chose. Donc la pratique sera extrêmement large. Juste une parenthèse pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est qu'un tool assisted speedrun. En fait, c'est simplement le fait de terminer un jeu rapidement sur émulateur en s'aidant d'un certain nombre d'outils de fonctions qui sont accessibles à l'émulateur. Parenthèse fermée. Donc en gros, la pratique va s'élargir, va s'enrichir. Et ça va être intéressant en termes d'expérience, que c'est pareil. Moi, j'aime bien justement la pratique du speedrun et après la pratique du tool assisted speedrun, parce que c'est pareil, c'est une nouvelle expérience du même jeu. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, c'est pas juste jouer vite, c'est vraiment fondamentalement différent. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est une autre expérience qui doit être amusant de faire. A priori, c'est quelque chose qui viendra naturellement au cours du développement de l'émulateur, parce que les tasers sont souvent les gens qui sont en dernière ligne de test d'un émulateur, et ils sont en lien avec les gens qui programment les émulateurs, parce que c'est eux qui disent après à quel point c'est fidèle ou non, parce que c'est eux qui repèrent les trucs les plus pointus. Je voulais demander tes émissions que tu faisais quand tu faisais des jeux en speedrun, justement, c'était sur l'émulateur? Non, mais enfin, oui, non. Alors, quand nous, c'est une petite parenthèse, donc du coup, quand on faisait du 88 MSV avec Premium, ça c'était des tools assisted speedrun. L'intégralité des jeux qu'on a présentés, c'était toujours sur des émulateurs. C'est-à-dire, en gros, de toute façon, tool assisted speedrun, ça implique qu'on soit sur émulateur. Si on joue dans des conditions entre guillemets normales, de jeu de pression, comme on dit, vous êtes dans votre salon, dans votre PC, là, vous êtes en speedrun. Bien qu'il y ait des cas limites en fait, je vais pas après c'est de la polémique, des questions définitionnelles, c'est autre chose, il y a des cas dans speedrun où on pourrait dire que c'est assisté d'une certaine manière, mais ça c'est un débat, c'est un autre débat, c'est trop loin de... Et vous parlez tout à l'heure des genres différents, c'est pas parce que le genre est différent que ça se prête pas au TAS, par exemple, je peux voir le Dr Kawashima. Oui, effectivement, il y a des détournements, c'est-à-dire que la pratique est très large. Déjà, terminer les jeux rapidement, c'est déjà un but en soi. Divertir, avoir des espèces d'objectifs émergents, détournés, se mettre des contraintes pour jouer, enfin, tout ça, effectivement, ça enrichit la pratique. Après, on se rend compte qu'il y a aussi des types de jeux qui ne sont pas très intéressants. Enfin, pour l'instant, par exemple, je vois tout l'assisted speedrun de Resident Evil qui est beaucoup plus rapide que le speedrun normal, parce que le jeu ne n'a pas grand chose à faire glitcher dedans pour l'instant, et qui en plus n'a pas le côté entertainment que propose un l'assisted speedrun normalement, qui doit être divertissant, où on doit faire des choses un peu débiles à l'écran, on doit faire glitcher ce qui se passe, il faut de la mémoire bug. Et donc pour l'instant, effectivement, il y a des jeux qui se prêtent assez mal au TAS, comme le Survival Horror, un petit peu Anthony. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que plus un jeu de liberté aux joueurs, plus tout l'assisted speedrun ou le speedrun sera intéressant. Parce que ça va permettre de faire émerger des choses. À l'heure actuelle, le modèle dominant, ça reste, on tend vers, par exemple, pour certains types de jeux, vers le film interactif, vers beaucoup de mise en scène. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de third person shooter, de TPS plutôt que les FPS. On aime bien ne plus avoir de cinématique complètement coupée du jeu. On va essayer d'avoir finalement le moteur de jeu pour vraiment qu'il y ait une immersion totale. On a des couloirs, on a plus des niveaux labyrinthiques. Donc il y a l'idée, on est très dirigiste, c'est
quand même plutôt le modèle vers lequel on tend. Mais ne nous inquiétons pas, il y a quand même des gens qui font autre chose, parce qu'il y a tellement de gens qui font des jeux vidéo, enfin des indépendants ou autres, on n'a malheureusement pas le temps de jouer à tous les jeux, quand bien même on ferait que jouer. Moi j'ai sacrifié la lecture et pourtant je joue pas le temps de jouer à tout. C'est triste. Il n'empêche qu'il y a des... Quand vous allez passer sur... Si un jour vous pouvez passer les speedruns sur PS3, il y a des tas de jeux en shoot que vous pouvez essayer, comme le dernier GoldenEye avec Daniel Craig. Oui, il va les passer, mais c'est-à-dire montrer des speedruns de jeux récents. Ouais. Oui, ça a été fait. Enfin, Vous avez fait Call of Duty. Bah, d'autant, là, je vais fermer la parenthèse. Oui, je rouvre et je ferme la parenthèse parce que c'est surtout quand même un débat à la base assez large sur la conservation et la transmission de la culture. Donc là, on fait le dernier point sur le tout la CC speedrun parce qu'il ne faut pas que ça occupe toute nos pensées. Des speedruns, il y en a aussitôt que sur une console, il y a des speedruns. C'est-à-dire des gens qui veulent terminer les jeux plus rapidement que leurs voisins ou se mettre un défi, défier l'IA, défier un environnement, se défier eux-mêmes. Il y en a toujours eu, quoi. Ça y est. Vous lancez Mario Bros 1, il y a quelqu'un qui va essayer déjà de le finir vite. Parce que en soi, c'est un objectif qui est assez immédiat, c'est très compétitif. Donc non, les speedruns, dès qu'une console ou qu'un jeu sort, il y a un speedrun. Pas forcément d'une excellente qualité, parce qu'il faut toujours un temps de maturation des fois. Enfin, voilà. Mais sinon, voilà. Donc sur la conservation, donc effectivement l'émulation pour le jeu vidéo, c'est du point de vue de la conservation et de la transmission de la culture, c'est clairement une bonne chose. Après évidemment, bon, il y a les autres questions qui sont, comme on disait, les questions juridiques et les questions techniques, le droit d'auteur, tout ça, c'est complexe. Mais... Et pour certains jeux qui sont visiblement pas émulables, je pense notamment à tout ce qui nécessite la technologie Kinect par exemple, avec les capteurs de mouvement, les choses comme ça. Ça va être difficile de trouver, à mettre ça sous forme d'émulation, quoi. En fait, ça se fait assez facilement. C'est facile de craquer une Kinect pour la faire marcher sur PC actuellement déjà. Et on voit bien que même l'émulation de Dolphin reconnaît la Wiimote pour l'émulation de la Wii déjà. Donc, en fait, le périphérique de contrôle n'est pas tant que ça un problème. Il y a toujours moyen d'adapter pour que ce soit émulable. Le plus dur, c'est Guitar Hero sans guitare. Là, ils sont malins. Les jeux accessoires, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, mais ceci dit, ça va se développer. Enfin, moi, j'ai largement confiance en nos artisans et ingénieurs qui trouveront moyen d'adapter les guitares pour les PC. Ça, je leur fais confiance. Il y a une envie, il y a du savoir-faire, il y a une demande, donc il y aura. La question, c'est quand. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, déjà, sur Guitar Hero, il y a des jeux qui sont déjà développés gratuitement, comme je pense à Frets on Fire, qui est assez connu, où c'est le clavier là, qui est adapté comme une guitare, en fait. Donc on utilise la touche entrée comme le Mediator et des choses comme ça. Donc c'est vrai, on peut toujours utiliser le clavier quand même, l'adapter avant de créer des accessoires. Oui, mais l'importance de l'accessoire, ça reste quand même restituer l'expérience. C'est-à-dire qu'en gros, moi je fais le pari à l'aveugle que les jeux Guitar Hero et autres auraient moins fonctionné, parce qu'on peut y jouer avec son contrôleur de base, et c'est évident que le jeu aurait moins fonctionné. Bon, c'est sûr, c'est toujours intéressant d'être réactif, de taper les notes au bon moment et d'écouter nos titres préférés, mais sans la guitare, clairement, je pense que ça perd une partie de son intérêt. C'est ça qui structure l'expérience, c'est être debout si possible, bon, sauf pour quelques warriors qui préfèrent jouer assis, mais après c'est un choix, mais c'est être sur scène et en train d'essayer de faire des 100% sur les différents niveaux. La preuve étant qu'il y avait déjà des jeux musicaux avant Guitar Hero qui avaient le même gameplay mais qui n'ont pas forcément fonctionné en Europe parce qu'il n'y avait pas ce périphérique de contrôle qui permet d'avoir une expérience unique. Oui, et donc je voulais aussi ajouter sur les ROM, est-ce que les émulateurs, donc, et tout ce qui est accessoires et ROM, est-ce que ça pourrait pas devenir un univers qui va être payant par la suite? Est-ce que ça pourrait pas être rendu payant, justement? Si, je veux bien répondre, sinon. Ça va être dur, hein, parce que c'est développé, les émulateurs en général sont développés par des gens aussi issus de la démoscène, hein, il y en a, et par ces gens qui ont une envie furieuse de rester indépendants, d'ouvrir les codes sources. Donc les émulateurs, même la culture émulateur à la base, il y aura toujours, ça va toujours émerger du net. Il y aura toujours un émulateur gratuit, à mon avis, qui va naître du net. Après, il y a toujours la question des ayants droit, mais là on retombe sur des problèmes techniques et juridiques. Voilà. Moi j'ai confiance, à partir du moment où il y a une envie, l'idée d'avoir l'envie d'avoir de l'argent et les moyens, ça s'appelle des avocats et des lois, oui, ça peut être rendu payant, ça me paraît pas exclu. Après,
comme disait Usul, il y aura différents types d'émulateurs, des payants, d'autres gratuits, parce qu'il y aura toujours des gens Dans l'état actuel des choses, bon, c'est bon. Les émulateurs payants, c'est déjà un peu ce qui est proposé avec le Xbox Live Arcade, la console virtuelle de la Wii, etc. Oui, exactement. Là, c'est pas l'émulateur qui est payant. Tu payes pas l'émulateur sur Xbox, tu payes la ROM. Peut-être que bientôt nous ferons payer l'émulateur le prix d'une console. Ils tiendront compte de l'inflation. Une NES coûtait tant à l'époque, maintenant ça coûte très tant. Une question, une remarque, donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, on est sur la conservation du patrimoine vidéoludique et la transmission de la culture. En fait. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour donner aux générations futures, restituer les expériences, restituer le matériel dans des bonnes conditions. Oui, comme il disait mon pote, qu'il y a des accros comme nous. Les mecs aiment bien. Ouais, des accros, des conservateurs, mais tant qu'il y aura des mecs comme nous qui vont acheter des jeux à 70 €, par exemple, et qui les gardent, ouais, par exemple, Oui, effectivement. comme ce matin, on voyait l'histoire de Ghostbusters, le dernier sur PS3, je l'ai toujours. Moi, c'est clair, ce jeu, je l'ai fait 10 fois, je le recommencerai encore 10 fois s'il le faut. C'est un jeu impressionnant, c'est un très bon jeu. Et justement, je pense que tant qu'il y aura des gens qui seront fascinés par ce genre de choses, on pourra continuer à perpétuer comme une tradition. Et exactement, et du coup, par rapport au fait justement d'avoir ces jeux et y jouer, ça me fait penser à ce dont on a parlé hier, on a évoqué le fait de transmettre par exemple, en échangeant des jeux avec ses potes et tout ça. Et c'est aussi tout le marché de l'occasion justement qui est très important pour transmettre ces différents objets. C'est-à-dire que le jeu, ce serait bien triste, bien que certains modèles à l'heure actuelle, on a des gens qui auraient envie que les gens achètent un jeu, mais qu'on ne puisse plus à cause d'un code quelconque ou autre le donner, le transmettre à d'autres personnes. L'idée, voilà, j'ai joué au jeu, j'ai eu une expérience, comme je peux avoir lu un livre, maintenant je vais l'échanger ou le revendre ou le donner à quelqu'un pour que cette personne ait aussi une expérience de ce jeu. Ça c'est une manière très importante de transmettre de la culture effectivement, donc l'échange, le marché d'occasion qui est donc extrêmement important, notamment pour le jeu vidéo. Oui, le prix des jeux, ça c'est une question. Alors ça c'est prenez le micro, parce que je ne sais pas si les gens vous entendent. Le micro. C'est moi. Je vois, moi qui joue quand même pas mal, avec l'évolution des jeux vidéo, j'ai vu que moi j'ai dans ma famille pourtant mes parents qui me prennent pour un fou furieux au niveau du jeu vidéo. Et on a regardé toutes les consoles qui sont sorties depuis que je suis né. On a même une vieille Atari avec le jeu de tennis. Qui viennent se mettre à la Wii. Donc, avec des fous furieux comme moi, ici, même eux maintenant commencent à jouer à la console. Mais ça a été une des grosses victoires de Nintendo avec l'arrivée de la Wii. Ça a été démocratisé. Après, on ne va pas juger, il y a des conséquences positives, négatives, tout ça, c'est très contrasté. Mais quoi qu'il en soit, c'est qu'il y a des publics qui avant n'étaient pas touchés par le jeu vidéo et qui se sont retrouvés justement en train de faire du Wii Fit ou du Wii Sport. Des fois, les gens n'avaient même pas l'impression de jouer à des jeux vidéo. Non, je fais mon jeu. Voilà, je remets un peu la Wiimote, mais c'est tout. Donc effectivement, oui, ça c'était le pari de Nintendo, et a priori, ça a été un bon pari. Je pense que c'était plutôt lucratif. Et pour revenir sur ce que disait monsieur, qui était aussi intéressant, le fait de se sentir appartenir à une communauté, c'est ça qui crée aussi le fait de voir le jeu vidéo comme un objet culturel. On partage quelque chose en commun qui est cet amour du jeu vidéo, et qui fait que ce qu'on partage, on peut appeler ça une culture. Et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le vidéo test sur YouTube et Dailymotion, des gens qui font par exemple du let's play, c'est-à-dire qu'ils capturent la totalité du jeu et leur réaction face au jeu, et ils s'échangent ces vidéos entre eux, qui sert aussi déjà de base de données sur l'expérience que propose le jeu au moment de sa sortie. Et qui fait aussi des bases de données d'images du jeu, et on s'en sert pour faire les 3615, parce que c'est des gens qui sont là, qui capturent tout le jeu de A à Z.
Moi, je voudrais savoir ce que tu penses du partage de licences, notamment certains jeux qui sont uniquement sur un type de console et d'autres jeux qui, pour le même titre, sortent sur 3 ou 4 consoles différentes. Est-ce que tu penses que la solution d'avoir plusieurs consoles qui mettent en jeu le même jeu, je pense notamment par exemple les jeux infogrammes ou les jeux EA Games qu'on peut trouver en version PlayStation, Wii ou autre, ou Xbox, et à comparer avec la licence Zelda qu'on ne trouve que chez Nintendo, par exemple. Donc, est-ce que tu penses que la solution de partager les consoles sur un même titre, ça permet également de conserver et de transmettre la culture du jeu à plus large éventail? Ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux rester puriste sur un type de console? Je vais faire une réponse, on peut faire chacun une réponse. Je peux commencer. En gros, je suis pas déjà nécessairement autant de consoles que de marques. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons pour avoir différentes consoles. Il y a quand il y a des différences techniques, ça se légitime en termes de puissance. Ça peut être aussi une manière, le code est fait d'une telle manière que ça va être bien pour faire tel ou tel type de jeu. Donc effectivement, ça me semble légitime d'avoir une plateforme spécifique. Après, quand c'est simplement pour des raisons financières, parce que Sony, parce que Nintendo, ou parce que, je sais pas, Apple, voilà, chacun veut sa petite plateforme pour sortir ses jeux et mieux contrôler, ça me semble une raison, ça me semble être une raison moins légitime. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, je préférerais avoir un petit peu ce qu'on fait sur ordinateur finalement. Sauf qu'on n'a pas toujours tous les contrôleurs, toutes les consoles, mais en gros avoir une sorte de super système. Non. Oui. Qui permettent, quelque chose de très sûr, qui permettent de faire tous les types de jeux, de donner beaucoup de liberté aux créateurs, etc. Et qu'on puisse justement avoir différents types de périphériques, donc différents types de manettes et autres, pour n'avoir déjà qu'un seul support, parce que ça peut devenir extrêmement fastidieux faire ce qu'on appelle du rétro gaming entre guillemets, quand on a 4, 5, 6, 7 consoles et que ça y est, à un moment, s'il me manque le câble spécifique à cette époque-là, sur cette version de console, j'ai plus mon adaptateur pour le brancher, j'ai plus ceci, j'ai plus cela, ça peut être vraiment, vraiment fastidieux. Donc moi déjà de base, je ne suis pour qu'il y ait plusieurs supports, plusieurs plateformes, que s'il y a vraiment une réelle différence en termes de performance et tout ça. Je suis plus sur je préfère le modèle de l'ordinateur. Même si j'aime bien moi jouer dans mon salon, donc c'est plutôt, quand je dis le modèle de l'ordinateur, je ne parle pas de jouer dans sa chambre devant son écran, c'est plutôt l'idée en fait qu'il y ait une plateforme, un support qui évolue. On va pouvoir rajouter de la RAM, on va pouvoir changer ceci ou cela, ça va évoluer au fur et à mesure que des nouveaux jeux sortiront et tout ça. Mais on aura toujours, on va jouer avec notre unité de jeu. Voilà. Moi c'est ce que j'ai en tête. Et pour répondre spécifiquement, parce que un avis à la fin, quand je suis d'accord, effectivement c'est mieux. Du point de vue de la transmission, c'est mieux qu'un jeu sorte sur plusieurs plateformes. Si à un moment de l'histoire il y a plusieurs plateformes, c'est toujours mieux que plus de gens aient le jeu pour avoir une expérience, et du coup on a plus d'objets physiques qui se vendent et on a plus de témoignages d'archives. C'est mieux. La seule chose qui légitime le fait qu'il y ait des licences dédiées, c'est pour des raisons financières, soyons clairs. Si Zelda ne sort pas sur PS3, c'est pas parce que la console, je vais pas vous dire, c'est pas du tout adapté, en fait, ça a été programmé d'une certaine manière. C'est pas possible, ça c'est un mensonge. C'est-à-dire que on peut facilement faire une version, des fois il y a des petits aménages en termes de programmation à faire, mais globalement c'est une question de licence, c'est une question de droit, c'est une question financière. Donc voilà. J'ai rien beaucoup plus à ajouter. Donc là on sait beaucoup, on va essayer de s'apesantir, de recentrer le débat, oui. Donc sur la conservation de la culture vidéoludique, du patrimoine. Sur la transmission, on a vu aussi, on a donné quelques éléments là, et je pensais à d'autres moyens. Est-ce que vous avez en tête d'autres moyens de transmettre cette culture La possibilité justement d'ouvrir, on va dire, les frontières, faire disparaître les zonages qui permettraient d'envoyer nos jeux dans les pays étrangers et de pouvoir jouer sur toutes les consoles du même type et ne pas limiter non plus la transmission au fait que, par exemple, les codes uniques de téléchargement et tout ça, ce qui peut bloquer justement la transmission au suivant.
Ça, c'est même réponse en gros que ce qu'on vient de dire. C'est clair que ça ne se légitime que du point de vue financier. On veut en gros le zonage, c'est contrôler finalement les ventes, c'est contrôler qui va jouer et tout ça. Parce que sinon, du point de vue de la transmission, ça ne se légitime pas du tout. Enfin, imaginez un objet culturel qui est accessible, on peut en jouir que dans certaines frontières. Alors d'autant qu'il faut, je vais dire quelque chose qui est assez évident, je tiens juste à le redire, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ça, c'est, prenons l'exemple sur parce que le zonage, c'est aussi par exemple avoir accès à telle ou telle langue. C'est très très drôle parce qu'on pourrait se dire, le jeu par exemple quand il est en anglais, ils le vendent en anglais dans telle zone et en français dans telle autre. Pour beaucoup de jeux, c'est absolument pas le cas. Le jeu, vous avez toutes les langues en fait sur votre support, sur votre DVD de couche ou autre, ou Blu-ray. Et c'est simplement qu'avec la localisation et tout ça, le jeu, on va même pas vous demander de choisir, on va vous le mettre en français. À la limite, on est en France, c'est pourquoi pas, mais le joueur n'a pas la liberté de changer la langue. Des fois, dans le jeu, il faut aller sur, par exemple, je sais que pour Xbox, sur X360, on avait fait ça. Il fallait changer les paramètres en fait de la Xbox pour dire en fait on est là et je veux mettre que tout soit affiché en anglais pour que le jeu ensuite se lance en anglais. Alors que moi les bons vieux menus où on avait le choix de la langue, quand vous êtes français, on vous met des bases en français, puis vous pouvez choisir de jouer donc avec les doublages ou en VO-ST. Il s'agit de deux expériences différentes. Je trouve que c'est une richesse d'avoir les deux et d'obliger le joueur, de trop le contraindre à avoir une expérience parce qu'on pense que on se fait une idée de la cible dans un pays donné, on va se dire le français de base il préfère plutôt les doublages, donc on va lui mettre des doublages. Non, pas forcément, il y a plein de gens qui vont vouloir la VO sous-titrée. C'est possible pour moi laisser le choix. Non, ça coûte pas plus cher, ça c'est évident. C'était comme disait la vague derrière moi pour le partage des jeux par rapport sur les consoles. Par exemple, tu disais que c'était mieux qu'il y avait un jeu sur plusieurs supports différents, mais il y en a certains qui ne sont pas d'accord, comme Xbox avec Forza et PlayStation avec Gran Turismo. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas la PlayStation et qui auraient aimé jouer à Gran Turismo alors qu'ils ne peuvent pas. Moi, par exemple, j'ai une PS3 à la maison et une Xbox première génération. Et je n'ai pas trop les moyens de m'en racheter une 360 pour jouer à Forza 4. C'est le seul Forza que j'ai pas fait d'ailleurs. Ça c'est clair, c'est un problème financier pour le consommateur. Ah non, c'est vrai que c'est chiant. Après, c'est de toute façon l'intérêt des licences dédiées, c'est vendre des consoles, vendre du hardware. C'est le seul intérêt, quoi. C'est souvent d'ailleurs les arguments de vente des consoles à leur sortie. Oui, sur cette console, vous aurez le prochain Final Fantasy, sur cette console, vous aurez le prochain Zelda ou le prochain Resident Evil. Justement, c'est dommage parce qu'on imagine qu'à un moment, ta PlayStation et Xbox, tu dis ok, on peut se partager ces deux jeux. Imagine, tu mets Forza sur PS3. Il peut être encore largement soit plus beau, soit plus mauvais, ou PlayStation qui font l'inverse avec Gran Turismo sur Xbox. Ça se trouve, PlayStation peut être, par exemple, le jeu Gran Turismo sur Xbox peut être encore un petit peu plus beau. Parce que il faut dire que le dernier Gran Turismo, il était beau, mais il n'était pas intéressant par rapport au quatrième. Ah mais complètement d'accord, de toute façon, du point de vue de la transmission de la culture, de l'accessibilité, il faudrait que les jeux sortent sur toutes les plateformes et du coup après on n'a plus besoin de la première prémisse, en gros il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs plateformes. Il devrait, idéalement, on parlait de ça tout à l'heure, c'est l'espèce de supercalculateur, l'espèce de plateforme universelle sur laquelle on peut brancher tous les périphériques. Parce que les périphériques, c'est important d'en avoir plein parce que ça permet de penser à de nouvelles idées de gameplay, de nouvelles expériences, mais globalement, à part la question absolument pas légitime qu'il y ait plusieurs plateformes. La seule exception, entre guillemets, je pense à ça, c'est la distinction jouer dans son salon, donc jouer chez soi et jouer avec les consoles portables, c'est en soi une autre expérience de jeu. Mais je crois d'ailleurs que c'est sur la Wii U, donc la prochaine console de Nintendo, ils vont résoudre ce problème. Les manettes vont être des consoles portables et un truc comme ça, donc ça c'est... Ça existe déjà qu'ils ont intégré cette fonctionnalité avec la nouvelle PSP. On peut jouer sur la PSP, balancer sur la PS3 et puis revenir à la partie sur la PSP et puis pouvoir s'en ainsi de suite. D'accord, ça c'est très très bien ça. Et sur Dreamcast, on avait des petits jeux sur le memory stick. D'un point de vue du sujet, pour la conservation du
patrimoine vidéoludique. Il y a aussi il y a des comment je pourrais dire ça, il y a des extérieurs, quoi. Moi je suis un fan de Wargame, que ce soit en FPS ou en TPS, mais aussi je suis un joueur de paintball, et généralement quand on va sur des parties, on parle on s'échange nos trucs sur les jeux, sur ce type de jeux vidéo, quoi. Généralement sur certains types de jeux vidéo on arrive à se parler, ça touche d'autres personnes que vraiment les big gamers. Mais c'est évident aussi que le jeu vidéo traverse une certaine phase de légitimation auprès de ce qu'on pourrait appeler soit le grand public, soit les élites, pour faire des groupes assez faciles. Parce qu'on commence à voir aussi de plus en plus de recherches qui sont menées sur les jeux vidéo. Maintenant, la faculté, l'université accepte que des jeunes chercheurs en sciences humaines, même, et pas que en sciences techniques, se penchent sur ce que sont les jeux vidéo. Et donc pour en revenir sur le multi-support des vidéos, je trouve que ça pose un problème parce qu'on a en quelque sorte une perte d'identité de la console. Parce que je veux dire, on a beau avoir quelques exclus, et c'est pas, si on compare la PS3, enfin de mon point de vue, la PS3 avec la Xbox 360, c'est pas comme si on comparait la Super NES avec Mega Drive, enfin Nintendo avec... Mais les consoles de jeu, on pourra s'en passer, pas des jeux aussi. Les consoles de jeu, par définition, c'est ce qu'il y a entre nous et le jeu. Ça peut être amené à évoluer, et l'idée même d'avoir une console, avec des jeux dédiés à cette console, peut disparaître. On peut imaginer qu'il n'y ait plus de console, voilà, qu'on ait en effet un espèce de gros de supercalculateur, comme tu l'appelais, sur lequel on brancherait des périphériques, qui est une norme unique sur laquelle on pourrait jouer aux jeux vidéo. Ça pourrait se faire dans le futur, mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait quand même... Ouais, mais l'idée d'avoir une console avec la culture de cette console, avec le truc, machin, ça peut paraître complètement absurde dans 20 ans, ça se trouve. Oui. Et ceci dit, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, cette identité des consoles, elle était beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de jeux qui sortaient sur plusieurs plateformes. En plus, ça envoyait surtout une certaine fierté, entre guillemets, d'appartenir à être vraiment fan de telle console, de telle société. Oui, c'est sans rentrer dans les... C'est les vieux combats de clochers, Sega, Nintendo, Windows, Apple, tout ça. Enfin, c'est en gros toujours c'est les communautés. Mais c'était déjà ridicule à l'époque, ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Mais ceci dit, c'est des clivages qui sont constitutifs de caractère culturel liés à une époque donnée qu'il faut pouvoir conserver aussi. C'est pour ça que quand Florent Gorge fait l'histoire de Nintendo spécifiquement, une énième histoire du jeu vidéo, il y a quelque chose de marqué de manière communautaire et donc marqué de manière historique et culturelle aussi. Parce que imaginez qu'il y ait une multi-console, une seule, où tu peux mettre un jeu PlayStation et après tu peux mettre un jeu de Saturn, un jeu de Dream, sur tous les supports possibles. Imagine qu'il y a une boîte qui arrive à faire ça et que tous les autres se disent ok, on veut partager ça, on se met dedans. Ça peut être une bonne idée aussi, mais soit tu peux la faire en salon, ou imagine un petit peu, tu peux l'acquérir dans une puce et mettre, par exemple, comme faire une paire de lunettes, n'importe quoi, des supports différents. Mais l'idée de la multi-console n'est pas une si mauvaise idée. Il faut qu'elle plaise à tout le monde. Il faut qu'elle plaise à tout le monde sur tous les supports différents. Mais imaginez le nombre de processeurs qu'il va falloir mettre dedans. Ça va être énorme quand même. À terme, absolument pas. C'est-à-dire qu'en gros, je ne vais pas vous dire que dans 2 ans on la sort, elle ne va pas être géante, mais à terme, tout devient de plus en plus petit. Le supercalculateur dont je parle, c'est une puce qui est plus petite que mon pouce qui se met dans n'importe quel support, lunettes, n'importe quoi. Gros et pareil pour les jeux. Imaginez une copie, donc une virtualisation du jeu, une copie du jeu. Voilà, numérique, ça tient. Du coup, quand on parlait de supercalculateur, il faut vraiment penser que ce supercalculateur, il est vraiment plus petit que mon doigt, enfin plus petit que mon ongle, et les jeux sont déjà dedans en soi. Enfin, le fait d'avoir un jeu à l'heure actuelle, bon, c'est sûr, il y a encore le support physique, mais encore une fois, c'est avant tout, c'est un business model, c'est une manière de vendre le jeu, une manière de le consommer, une manière de le rendre accessible, de le rendre viable financièrement. Du coup, il n'est pas exclu que, on voit que maintenant avec la dématérialisation et plein de choses, les supports physiques, c'est un moment de l'histoire, c'est important de les garder parce que c'est un moment constitutif de l'histoire du jeu vidéo. Ça peut disparaître techniquement. Techniquement, on peut s'en passer. Après, ça peut être pour des raisons financières.
qu'on ne s'en passe pas. Mais en gros, quand je parle de supercalculateur, c'est une espèce d'idéal que je projette. Les jeux, ils sont tout petits, ils sont numérisés. Ou alors faire comme tu disais des supercalculateurs sur un plus gros temps long, ou faire des jeux style comme la PS Vita où c'est des petites disquettes comme ça en fait. C'est des petites disquettes que tu insères dedans par jeu. Oui, ça c'est possible. Tu me parlais du prix des disquettes. Elles sont à combien le prix des disquettes? À la limite, peu importe. On peut aussi imaginer que ce soit tout simplement sur Internet, tu télécharges, et voilà. Mais là, du coup, on pourrait parler même du cloud gaming. Ça, c'est du jeu en streaming. C'est-à-dire que là, non seulement vous n'avez pas la boîte du jeu, mais vous n'avez même pas les informations du jeu, c'est-à-dire le jeu à proprement parler, sur votre PC. Ouais. Ça pose aussi un problème peut-être de la conservation, parce que ça, c'est des données qui peuvent être perdues. Absolument. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui n'auront peut-être jamais Internet aussi, qui ne vont pas avoir les jeux comme ça aussi. Même c'est ce que je dis, ça va être ridicule, parce que Internet, maintenant, quand on voit le prix de Free en ce moment, que c'est vraiment pas cher, malgré que ça fonctionne pas très bien. Il n'empêche que Internet, c'est vrai que ça nous a ouvert le monde. Mais il faut penser à un détail, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par Internet ou qui n'en veulent pas. Ils ne seront pas non plus intéressés par les jeux vidéo, ceux-là. Alors là, tu viens de me sécher, là, c'est bon. C'est pour ça que l'accès à Internet, c'est une priorité, c'est une question politique, c'est pas une question technique. Tout le monde doit avoir accès à Internet. Après, on doit gérer ça en interne, il y a des politiques qu'on doit mener, etc. Réduire les coûts, voire pourquoi pas un accès gratuit. Je ne veux pas faire mon socialiste, mais en gros, ça fait partie des priorités, quoi. Après, les gens, faut qu'ils aient accès à Internet, on ne va pas les obliger à utiliser Internet. C'est juste qu'on ne peut pas mettre une personne dans une telle Internet et elle ne peut pas être gros. Vous avez Internet et après vous posez. Vous pouvez lire, c'est tout aussi bien, c'est différent. Je voulais savoir ce que vous pensez justement du cloud gaming et avec le fait de jouer à des jeux vidéo avec un simple navigateur. Je voulais savoir si ça rentre vraiment dans le business modèle économique du jeu standard actuel. A priori non, parce que de ce que j'en sais, les jeux qui sont prévus en HTML5, c'est des modèles économiques qui vont marcher un peu comme les vidéos, le fait, qui vont marcher, qui vont être financés par la pub qu'il y a autour dans ton Alors, il faut savoir aussi, du coup, j'ai pas lu des chiffres sur les jeux qui vont sortir sur, imaginons que tout se développe, donc on achète nos jeux, du coup on joue en cloud gaming, tout ça. Il faut savoir que notamment sur PC, et c'est aussi vrai sur console, surtout vrai sur PC, parce que vous pouvez paramétrer, donc si vous avez un ordinateur plus ou moins puissant, vous n'aurez pas tout à fait la même expérience. Les ventes de matériel, c'est quand même un sacré gain. Donc, quand on sort des jeux, etc., dont tu peux avoir des financements, on sait que les gens vont devoir acheter plus de RAM, plus de ceci, plus de cela. Du coup, il y a il y a beaucoup de ventes de matériel. Après que le cloud gaming, c'est avec n'importe quel ordinateur de bureau peut jouer à n'importe quoi. Il y a entre guillemets un manque à gagner, donc il n'est pas exclu, ce que je ne souhaite pas, que le prix des jeux monte. Enfin, c'est pas exclu en tout cas. Mais maintenant, avec Flash, le nouveau Flash qui va bientôt arriver, il va pouvoir créer des jeux totalement nouveaux qu'avant. Avant, c'était un peu de Flash, après une clique, tout bête, tout en 2D. Bientôt, on aura des jeux en Flash online, ils veulent vraiment créer et amener le jeu sur la dématérialisation en créant le c'est pas une entrave. L'avantage du cloud gaming, c'est que l'utilisateur ne peut pas partager. Donc c'est sûr que c'est aussi une orientation qui a été prise parce que commercialement, c'est logique. Moi, c'est vrai que j'y vois peu d'avantages. Ça, parce qu'encore une fois, dans les problématiques, le problème, c'est que les seuls à posséder le jeu, c'est ceux qui l'hébergent sur leur serveur et donc les éditeurs en l'occurrence. Ils sont tous sur le free-to-play en fait. Quand cette vidéo est faite, oui, parce que le free-to-play est adapté peut-être pour ce genre de jeu, mais ça peut évoluer. Après, acheter des jeux à 70 € en cloud gaming, pourquoi pas? Ça paraît pas exclu. Mais
quoi qu'il en soit, effectivement, pour la question de la conservation et de la transmission, par contre, c'est problématique. Ceci dit, c'est une solution technique au problème de la licence globale. On pourrait imaginer des bibliothèques entières de jeux auxquelles on aurait accès tant qu'on paye une licence et dont l'accès serait... C'est une solution technique pour la licence globale, c'est pas mal. Et si on ne centralise pas, évidemment. On est encore lié au problème des logiques qui sont derrière. Pour l'instant, le fait est que ça entrave aussi la transmission de la sphère du patrimoine au nom de logiques qui peuvent se faire. Est-ce qu'on pourrait voir des jeux classiques justement passer en streaming, Ça se fait déjà, il me semble que le premier Mario est déjà en streaming. Ah ouais, ça se fait déjà. Même l'émulation en streaming, ça se fait. De toute façon, vous avez au moins les 3 quarts Ah ouais, c'est génial. Il y a un site qui s'appelle le NES Café. Vous y allez, c'est un émulateur NES intégré dans un plugin, Flash certainement, je sais pas. Et vous pouvez jouer à quelques jeux NES entièrement sur votre navigateur sans avoir besoin d'installer. Moi, ça me rend utile et que ça rend utile. Nous, ça va nous être super utile. D'autres questions? Ah ouais. Oh non, on n'a pas fait le tour. Au moment, je ne sais pas, mais je pense pas. Sur la transmission, si, par rapport à la transmission, je pensais aux institutions en fait, et à un certain nombre d'initiatives, du coup, par exemple, comme tous les festivals, celui-ci y compris, où il y a beaucoup de gens passionnés qui vont prendre sur leur temps, sur leurs compétences pour organiser des choses et faire vivre cette culture et transmettre un certain nombre de pratiques, les partager. Donc ça, c'est un nœud dans la transmission de la culture. Alors là, nous, on parlait de culture spécifiquement vidéoludique, mais bon, c'est vrai de la plupart des cultures. Ce genre de festival, c'est un moment privilégié justement de transmission et de partage de vie de cette culture. Donc ça, ce sont des initiatives qu'il faut saluer. D'autant que ça se multiplie. Avant, on avait peut-être un ou deux festivals dans les très grandes villes. Maintenant, toutes les villes ont leur petit festival, que les locaux... On le regardera pas et on verra. C'est pas un problème de culture de la société en fait. Parce que il y a un paradoxe, c'est qu'il y a dans beaucoup de festivals et on a fermé une salle d'arcade. Je trouve ça c'est un vrai paradoxe, parce que dans les jeux vidéo, mais de l'autre côté, il y a peu de gens qui vont jouer en salle d'arcade. Non, c'est parce que là, c'est un problème d'obsolescence du modèle économique. C'est juste que c'est plus rentable de faire une salle d'arcade parce que les gens ont accès aux mêmes jeux gratuitement sur leur émulateur aussi. Le problème, c'est qu'il ne faut pas forcer les gens à les payer en arcade, à part justement une certaine communauté de niche qui cherche à revivre une certaine expérience sous contrainte. Tu peux pas avoir le même profit qu'à l'époque où c'était le seul moyen pour jouer. Pourtant, au Japon, ils sont très friands de salles d'arcade. Il y a un patrimoine culturel. Ouais, voilà. Sur cette question précisément, d'ailleurs, il y aura, je fais une petite parenthèse, un intervenant qui parlera de cette culture du jeu vidéo au Japon le 13, 14, 15 avril au Stunfest. Il y aura quelqu'un qui va faire une conférence sur ce sujet précis. Donc si on veut avoir des réponses, en tout cas, on pourra aller l'écouter. Mais effectivement, nous, pour notre culture, comme il disait, c'est plus un modèle économique viable, mais c'est quand même intéressant pour le patrimoine qu'il en reste quelques-unes. Après, même si elle doit vivre à coup de subvention, après c'est la responsabilité justement de l'État par les subventions, de sauvegarder un certain nombre de choses qui ne sont plus viables économiquement. Voilà. Ça, après, c'est la subvention, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et conserver cette culture. Mais sur la transmission, c'est petit à petit, j'ose espérer que donc, au fur et à mesure que le jeu vidéo gagnera en légitimité auprès du grand public et des élites, ce sera la multiplication des documentaires sérieux sur le jeu vidéo, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses sur le net. On voit qu'à la télé, il n'y a pas, à part des chaînes très très spécifiques comme Game One et No Life, il y a très peu. Moi j'imagine par exemple un Arte du jeu vidéo, il faudrait quasiment un Arte pour chaque art, au sens très très large. Je ne vais pas définir art ici, c'est pas le problème. Mais quoi qu'il en soit, avec des documentaires sérieux sur les pratiques, le pourquoi, le comment, donc les différentes formes de culture autour du jeu vidéo.
le jeu en lui-même, sous toutes ses facettes. Ça, j'espère que déjà des gens s'en chargent sur papier, c'est-à-dire la presse écrite et la presse spécialisée qui dit beaucoup de choses très intéressantes. Il se trouve que les textes, des fois, le format papier déjà fait que c'est pas très grand public, mais j'espère que petit à petit, ça va justement se démocratiser, qu'on va avoir des gens qui vont faire des films et des documentaires pour justement conserver, transmettre ce savoir sur les pratiques liées aux jeux vidéo. Peut-être même qu'à l'école, moi j'attends en fait, je sais plus à quelle occasion, on avait une discussion et on avait imaginé un point dans le futur, un moment historique où le jeu vidéo fait tellement partie intégrante de la culture, et donc et vraiment la culture dominante fait partie de la culture dominante, et puis une espèce de culture de niche. C'était qu'on apprenne à l'école, au même titre, on va parler du Rouge et le Noir, c'était la sortie de Super Mario Bros 1 comme une date importante, et puis avec nos petits-enfants, nos petites têtes blondes, c'était en 85, voilà ce genre de truc, et on parle de tout ça, quoi. Donc petit à petit, là pour l'instant évidemment ça fait sourire, mais on en parlera un petit peu à l'école, au même titre qu'on parle de littérature, de théâtre et de musique. Pas tout de suite, mais ça se fera en tout cas, je pense. Tout comme Méliès a été diffusé dans des foires avant que le cinéma connaisse les sortes les évolutions sont analogiques de manière en faisant des médias. Donc voilà, je sais pas s'il y a des gens qui ont d'autres pistes, s'il y a plein de choses, j'imagine qu'il y a plein de choses. Le service game, avec la multiplication des service games dans les pratiques pour apprendre pédagogiquement, je sais pas. Oui, ça c'est un pan du jeu vidéo qui se développe, qui est extrêmement intéressant, les vertus pédagogiques et thérapeutiques, ça c'est indéniable. Et effectivement, du coup, mais là c'est une question parallèle, ça sert à transmettre un certain nombre de savoirs. C'est le jeu vidéo comme outil. Ce qui est marrant, c'est que ça peut être une porte d'entrée des jeux vidéo vers le service public, dans les administrations, je sais pas quoi. C'est quelque chose d'important dans la phase de légitimation du jeu vidéo auprès des élites. Moi j'attends le jeu vidéo dans lequel on paiera nos impôts, c'est-à-dire qu'on aura notre petit avatar et on se baladera, il y aura un super bureau administratif parce que à cette époque tous les bureaux auront fusionné, il y aura le bureau dans lequel ça fera impôts, trésor public, tout ça. Et donc voilà, on baladera notre avatar et puis on fera les différents, on paiera nos petits impôts et nos taxes. Ça sera bien drôle, on gagnera de l'expérience et on pourra courir, on aura une barre de fatigue. Au moins ça nous fera rigoler, Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des remarques. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, parce que nous, ça ne nous dérange pas de déborder. Je veux dire un truc, c'est que dire que le jeu vidéo pourrait s'intégrer petit à petit dans la culture, je trouve ça un peu idéologiste, parce que je veux dire, la plupart des gens, ils voient le jeu vidéo comme un simple loisir, et que pour moi, c'est pas un problème de médias qui s'y intéressent ou pas, c'est plutôt le fait que la plupart des gens s'intéressent aux vidéos uniquement pour se distraire. Je ne vois pas comme un objet intéressant d'un point de vue. C'est pareil pour le cinéma, la plupart des gens ils vont se distraire, c'est pas pour autant qu'il n'y en a pas d'autres pour prendre ça au sérieux. Et ceux qui prennent ça au sérieux, ils sont jeunes aujourd'hui, mais dans 5 ans, 10 ans, il y en aura plein qui seront diplômés, il y en aura plein qui seront profs, et il y en aura peut-être quelques-uns qui parleront de jeux vidéo à leurs élèves, et c'est comme ça que ça va se passer, la légitimation, doucement mais sûrement. Ça peut déjà se voir, comme je le disais, c'est déjà le cas. Par le fait que maintenant les universitaires prennent ça au sérieux, et même à l'ENA, j'avais vu des statistiques qui étaient tombées, maintenant il y a plus de gens qui avouent jouer aux jeux vidéo à l'ENA que de gens qui sont des anciens scouts. D'ailleurs, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Blood Bowl, qui est un jeu de gestion d'équipe de football américain, où la meilleure équipe en France s'appelle Grande Jurisprudence du droit administratif, parce que c'est un énarque qui la tient. Ok, oui, plus largement, je pense qu'on passe tous l'essentiel de sa vie à se distraire. La question, c'est juste comment. Et la culture, c'est de quoi te distrais-tu, et ensuite, quelles sont les modalités, ton rapport avec tel ou tel art, tel ou tel passe-temps. Mais voilà, on travaille, on se distrait. C'est tout. Non, j'aime bien cette idée que la distraction en soi, c'est pas parce que c'est fait pour nous distraire que ça n'est pas noble. Rappeler que oui, il en va même pour tous les autres arts, ce sont des distractions et des passe-temps oisifs. Culture de base. Ah, faut qu'on arrête apparemment. Donc on va bientôt, c'est dans combien de minutes ?
débordé. Bon bah voilà, on va vous faire des... À moins qu'il y ait une dernière question très importante. Question ultime. Non, c'est bon. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Bah, dans ce cas-là, on était content d'être là, quoi qu'il en soit. Donc, Usul, Brundlemousse et Cœur de Vandale, donc du site Nesblog. On était très contents de venir avec les Flaming Penguins qui sont derrière pour le concert d'hier soir, toute notre communauté, d'être invité par le Maca Taikai et peut-être qu'on viendra l'année prochaine, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'était un plaisir. On va retrouver notre chère Bretagne sous peu. On a juste 7 heures de route, ça se fait. On doit encore se déplacer à notre époque, c'est bien triste. On pourra se téléporter comme chacun sait, ce sera plus facile. Voilà, on vous salue, plein de bisous, bon après-midi.